Bonjour à tous, bonjour mon petit et doux Dimitri. Ouh là là, dis donc, quelle délicatesse. Bonjour Yann. Ben oui, doux comme le climat de Tampa où nous sommes aujourd'hui en Floride. Tempéré, c'est ça? Bah non, c'est doux, c'est tropical. Oui. Nous sommes le 12 février 2020, donc il y a 24 ans, 12 février 1996, c'était la Monday Night War, mais il n'y avait pas de Raw, c'était que Nitro aujourd'hui, donc à Tampa devant 3000 personnes, et à la télé, mec, ils ont tout explosé, parce qu'il n'y avait pas de compétition, 4,2 millions de téléspectateurs. Bim. Bim. Plus Donc, que la AEW. Oui, et que NXT et que Raw combiné. Oui. Plus que des fois, Raw et SmackDown combinés. Oui. On peut faire une parenthèse SmackDown d'ailleurs, depuis que c'est passé à Fox, je suis extrêmement déçu quand même. J'avoue, hein. Moi je m'attendais, peut-être naïvement, mais je m'attendais à au moins une petite période de bonnes choses. Je dois avouer que pour ce qui est de Raw et SmackDown, je n'ai plus aucun espoir depuis trop longtemps. Et dans la vie, avec les choix qu'il faut faire par rapport à aux choses auxquelles on alloue du temps, eh ben, je t'avoue que Raw et SmackDown maintenant sont irrécupérables. Je ne regarde plus, je ne vois aucune raison de regarder malheureusement. Moi j'étais comme toi, mais le passage sur Fox m'avait donné une petite lueur d'espoir pour SmackDown. Raw, ça ne figure plus sur mon calendrier, mais SmackDown, je m'attendais à ce qu'il y ait au moins, comme dit, une petite période où ça pouvait être chouette pendant les premiers mois de Fox, tu vois, mais pas du tout en fait. Bah, j'avais un peu cette lueur, enfin peut-être, plutôt une lueur de curiosité avant le passage sur Fox. Et là, j'ai regardé effectivement le passage sur Fox, mais vu que l'émission, elle était consacrée au rock, à qui ça d'autre, comment il s'appelait, Fury, et les gens qui sont pas là, quoi. Et Velasquez, à court terme pour... oui, alors soit le rock, un mec qui n'est pas là, soit des gars qui seront en pay-per-view 2 semaines après, et après qui disparaîtront, bah forcément, il n'y a aucune... c'est même pas qu'il n'y a aucune raison, c'est qu'il n'y a aucun moyen que ça change. Oui. Voilà. Voilà, donc là nous sommes au lendemain de Super Brawl. Oui, et alors on va se demander que va faire la WCW toute seule, sans compétition. Est-ce qu'elle va continuer ses trucs ou est-ce qu'elle va tenter de nouvelles choses pour récupérer peut-être un petit peu de public WWE? Mais finalement, moi j'ai trouvé que le Nitro était nul. Je sais pas pourquoi il était nul. Je trouve que il y a un truc qui s'amenuise, qui disparaît depuis quelques semaines. Il y a un peu moins de solidité globale, je trouve. C'est comme si on avait que les main eventers avec Hogan et puis c'est tout, quoi. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est que là, ça coïncide avec ton discours, c'est que là, ça fait quelques semaines qu'on n'a plus les cruisers et le backbone, là, comme ils disent, tu vois, les gars qui sont les valeurs sûres, les Eddie Guerrero, etc., qui, quoi qu'il arrive, font un bon match, qui nous donnent le sourire pendant Nitro, tu vois. Oui, mais alors, ça c'est une question toujours très délicate. Qui nous donne le sourire, oui. Mais Super Brawl a fait plus d'achats que d'habitude. Les audiences sont toujours bonnes, voire meilleures. Donc ce que nous on recherche, c'est pas ce que recherche Madame Michu. Ah non, mais là je parle de nous deux. De manière purement égoïste. Ah oui, là je parle de manière purement égoïste. Je me dis que ça fait quelques semaines que c'est un peu moins bien et que ça coïncide aussi avec la disparition des matchs cruiser qui était une bouffée d'air frais dans ces Nitro plein d'incohérences et de trucs un petit peu loufoques. Il y avait toujours quand même un match de Eddie, un match de Malenko, un match de trucs qui te rattachait au catch et qui te faisait du bien. Donc, alors on commence avec le récapitulatif de Super Brawl 6 et notamment le respect match entre Brian Pillman et le Taskmaster, à l'issue duquel on nous dit que Brian Pillman is history, donc c'est fini, il est parti. Oui. Tu veux parler de ça un petit peu en détail ? Alors là, il y a plein de choses à parler, oui, sur Super Brawl, mais on peut commencer par le respect match. En tout cas, le respect match, oui. Oui, le respect match, c'était donc un strap match où il fallait gagner en faisant dire à l'adversaire « I respect you », je te respecte, pour les anglophones. Oui. Et là, il y a eu quand même un espèce de moment, un moment de légende un peu. Es-tu d'accord ? De légende, j'irai pas jusque-là parce que je pense que... Ah, mais attends, il me pose une question et il fait du Zemmour là, il attend même pas que je réponde.
point Godwin. Ah bon? Mais non, c'est pas ça le point Godwin. Non, mais je pense que si tu fais un sondage, même pour les fans de la première heure qui nous écoutent et qu'on salue, c'est pas un truc qui a été martelé comme événement légendaire. Continue. Hitler. Voilà, non, c'est tout. Donc effectivement, c'est un moment, comment on dit, pivot, ouais. Oui, un tournant peut-être. It's a Bernard moment. C'est un moment. C'est la dictée. Ouais, c'est ça, c'est un moment pivot comme ça qui va amener Pillman à aller à la WCW. Mais c'est pas ça vient pas dans le top 10 des trucs de l'ère Attitude ou de la Monday Night War. En termes de controverse ou autre, je trouve, malgré tout. Ben oui, en termes de controverse, je suis d'accord, mais en termes de, comme tu dis, voilà, de tournant dans l'histoire du catch un peu, je pense que c'est une des premières fois où il y a une espèce de shoot. Le monde réel vient se confronter au monde du catch en direct à la télévision, tu vois. Mais je trouve que ça n'a pas autant impacté les esprits que ça aurait pu ou dû. Oui, bon, mais après, je pense le moment en tant que tel, moi, c'est quelque chose qui a changé le catch, je trouve. Mm-hmm. Mais donc oui, il faut expliquer peut-être pour ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé. Je te laisse le faire si tu le souhaites. Eh bien, au bout de 20 secondes de match, approx, Pillman prend le micro et dit « I respect you, Bookerman », et il part. Ouais. Et c'est la dernière fois qu'on le voit à la WCW. Voilà, donc Kevin Sullivan qui était le booker de la WCW à l'époque. Donc là, il brise les personnages, il sort complètement de son perso, il sort complètement de la WCW, du match, de la stipulation, de tout. Et voilà, Kevin Sullivan n'est plus le Taskmaster leader du Dungeon of Doom, c'est le booker de la WCW. Donc là, oui, c'est intrusion du monde réel en plein pay-per-view de la WCW. Il faudra noter quand même que c'est pas un shoot, hein, ce truc. Oui, continue. Ah bah non, c'est tout. Donc c'est pas un vrai shoot comme par exemple comment il s'appelle l'autre, Vince Russo à Bash at the Beach 2000. C'est comme la pipe bombe de CM Punk. Oui, voilà. C'était et ça dans ses shoot interviews, Kevin Sullivan, il a toujours dit que Pillman était un vrai génie et que c'était son idée et ils se sont dit ok, let's go, faisons ça pour ta dernière apparition, comme ça on va brouiller les lignes, on va faire croire que, et voilà. Donc l'utilisation d'une shoot dans un work. Ce que les fragiles appelleront un work shoot. Voilà. Mais un work shoot, ce n'est rien d'autre qu'un work. Donc, qu'est-ce qu'un fragile déjà pour commencer? Oh bah écoute, c'est une définition... Oh là là, c'est compliqué un fragile. Hein. Le fragile, je n'utilise pas donc. Le fragile s'adapte à bien des cas de figure, et là en l'occurrence, ce serait un mec qui je dirais, souhaiterait un peu se légitimer en tant que connaisseur en utilisant des termes qui finalement ne veulent pas dire plus de choses que d'autres termes qui sont plus simples à utiliser. D'accord. Le mec va faire ouais, c'était un work shoot machin, mais si c'est un work shoot, c'est ni un shoot, c'est pas un shoot, c'est un work, donc il y a pas de work shoot. Non mais le shoot, c'est le shoot. Simulation de shoot dans le cadre d'un work. Alors, Ric Flair est nouveau champion de la WCW. Oui, alors, Ric Flair, attends. Oui. Voilà. Suite à... Trahison. Putain. De la cruche. Bah, dans cruche dans laquelle on met de la carola verte. Lisbeth. Ouais, Miss Elizabeth. Donc, Ric Flair est champion pour la 13e fois, ce qui veut dire que entre février 96 et mars 2001, il ne sera que 3 fois champion. Oui. Voilà. Ah bon, autant après, au niveau des les chiffres officiels, hein, bien sûr. Oui, quasiment autant qu'entre le début de Nitro et le moment où on parle là maintenant. Parce qu'il a été champion combien de fois là? C'est ça. 2 fois, je crois. Hein. Ou 3? Ah, peut-être 3, je sais pas.
En tout cas, il y a eu encore du foot fétiche dans les matchs, des talons, des bottines, tout a été utilisé. On a eu aussi Hulk Hogan qui a gagné son Death Match. Ouais. Ouais. Premier match de la soirée. Attends, il y a... bon. D'accord. Tu veux parler du monstre plus tard? Ah bah oui, on avance pas à pas. Non, mais là, parce que là, du coup, il parle largement du monstre dans le recap du début. Ok, si tu veux. Allez, vas-y. Non, mais alors vas-y, fais ton Macho Man contre Humorus. Foutage de gueule intégral. Oui. Macho spécial. Le macho spécial, c'est-à-dire qu'on fait du Hogan en fait. C'est le Hogan spécial. Oui, c'est ça. Je me fais rosser la gueule pendant 8 minutes et je te bats avec une prise. Ouais. Et si ça te plaît pas, va te faire en lec. Mm-hmm. Au-delà de ça, le match sert quand même à montrer que le macho man n'a plus de paillettes dans son petit cœur. Oui. Son petit cœur qui saigne parce qu'il s'est fait trahir par Miss Elizabeth. Ouais. Donc voilà. Humorus domine, il rate un moonsault de la 3e corde. Macho Man fait 2 elbow drop et c'est terminé. Genre oui. Rien d'autre. Absolument rien. C'est un scandale du niveau de Hogan. Vraiment. Mais c'est surtout que ça devient une habitude. Tous les matchs de Macho Man sont ainsi. Oui. On nous annonce quand même, alors je ne sais pas si tu as tilté dessus, mais on nous annonce quand même une grande nouvelle pendant ce match. C'est que, alors je crois que c'est au mois de mai apparemment, mais donc il y aura un nouvel épisode de Alerte à Malibu spécial WCW. J'ai oublié ça. Voilà, donc j'espère qu'il y aura un deuxième incident de la plage. Oh, ce serait génial. Bah oui. Avec la muscu là. Mais oui. Mais donc voilà, bon, Humorus a quand même beaucoup apporté au donjon depuis qu'il l'a intégré. Ah oui, comment ça? Autant que les pubs qui arrivent là. Quelle pub? Pubs en tout genre, magazines, voitures de course, enfin il y a un peu de tout, hein, une sorte de pot pourri. Oui. Voilà. Attends, Macho Man réclame Ric Flair pour un rematch et les commentateurs nous annoncent qu'il l'aura la semaine prochaine. Très bien. Déjà. Très bien. Et ensuite, oui, on a une interview avec un monsieur que je ne connais pas. Un pilote de NASCAR, visiblement. Mm-hmm. Tu connaissais ce monsieur? Tu es Absolument féru pas. de sport mécanique? Ah, je suis féru, super. Absolument pas. Je n'y connais rien, ça ne m'intéresse absolument pas. Donc on le voit piloter une voiture de NASCAR à Daytona, je crois, et la voiture est à l'effigie de la WCW. C'est incroyable. Ouais, c'est quand même pas mal. Les influences du catch dans la pop culture il y a 24 ans, c'était quand même autre chose qu'aujourd'hui. Hein. Ah bah oui, là on voit pas... c'est qui maintenant Mika Hakkinen? Putain, le mec, il a encore 20 ans de retard. Quoi. Eh bien écoute, c'est Lewis Hamilton. Hein. Ah oui, et il y a un Français aussi, je sais plus comment il s'appelle. Ça fait quand même 1 million de kilos. Hein. Oh putain. Il y a un Français aussi, Sébastien Grosjean. Sébastien Grosjean. Quoi, c'est pas lui? Attends, c'était pas le tennisman Sébastien Grosjean? Attends, je sais pas, meuble pendant que je fais une recherche Google. Alors putain, le mec me demande de meubler en me disant Sébastien Grosjean. Sébastien Grosjean, je suis quasi certain que c'est le joueur de tennis. Ah non, c'est Romain Grosjean, la Formule 1, pardon. Ah, voilà, tu vois. J'aurais dit Alain Prost, moi. Mais ouais, oui, ouais. Sébastien Grosjean était un bon joueur de tennis. J'ai toujours beaucoup aimé ce joueur. J'aurais dit John Cena. On lui souhaite pas la même fin. FIN ou FIM? Parce que lui, avec la muscu, je peux te dire que ça y va les kebabs. Ça en mange du fromage blanc. Ensuite, Scotty Riggs contre le Loch Ness. Putain, j'aurais bien voulu parler d'Arnaud Clément et tout là. Pourquoi? Bon, je sais pas, il est marié avec Nolwenn Leroy. Ah bon? Ouais. Ok. Moi, je suis plutôt... Bon, Nolwenn Leroy, elle est pas si belle, je trouve. Mais si tu m'avais dit il est marié avec Jennifer, alors là, j'aurais dit parle-moi de Jennifer. Ah, moi, je préfère Nolwenn Leroy que Jennifer, tu vois, à choisir. Je pense que tu n'as jamais vu Nolwenn sans maquillage avec ses lunettes triple foyer. Moi, j'aime les femmes sans maquillage, Yann. D'accord. Oui, mais oui, c'est son côté celte qui me plaît. Tout le monde. Enfin, de toute façon, c'est une obligation, hein, mais sans maquillage, je trouve que Jennifer est plus fraîche. Jennifer a beaucoup trop maigri à mon goût, ça ne va plus du tout. Ah bon? Comment ça?
Bah, je la trouve trop maigre. Ah mince. Comme Esther, j'ai vu des photos d'elle l'autre jour. Ah, Esther, King of the Ring. Ah non, ça c'était Qu'est-ce qu'il raconte? Non, ça c'était Kinga. Je confonds Esther et Kinga. Oui, exact. Kinga, putain, ouais, Kinga. King of the Ring. Ouais, alors Jennifer, Star Academy. Chanteuse. Mais non, mais maintenant elle est jury dans The Voice et elle est maigre comme tout. She's slim like a cloud. Ouais. Ok. Elle est pantalon comme un nuage. Oh là 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 là. J'essaye de faire tout mon possible pour que les gens arrêtent d'écouter. Oh, on peut mieux faire. On peut me le faire. Mais Alors, attends. parlons du Loch Ness, putain. C'est ce que j'allais dire, voilà. Parlons du deuxième match. Alors lui, par contre, il est pas trop maigre. Hein. Donc, c'est le nouveau membre du donjon. C'est le nouveau Yeti. Ouais. Alors le Loch Ness, il est incarné par Giant Haystacks. Ouais. Qui veut dire donc le merde. Comment on dit? Le tas de plumes. Non. Allez, le tas de paille. Ouais. Mais comment ça s'appelle les gros rondins de paille là? Ah, les bottes de foin. Les bottes de foin. Bah voilà, putain, la botte de foin géante. Mhm. Le tas de paille, putain. Il a 50 ans. Un plat asiatique. Il a 5 ouais. Il a 50 ans. Ah oui, bref. Il a 50 Attends, il y a beaucoup de choses à dire. Il a 50 ans. Et il est malheureusement, malade. il sera diagnostiqué d'une maladie qui va l'emporter dans 2 ans. Donc je crois que c'est une de ses seules interventions à la WCW. Oui, il est encore là la semaine prochaine. Mango Bobby... McMichael nous dit... Oui, vas-y. Alors, c'est une blague méchante, mais en plus de ça, la blague ne veut rien dire quand tu articules les deux parties de la blague. Je rigole déjà. La chute n'a aucun rapport avec l'entame de blague. Mais c'est exactement ça l'humour de Mongo en fait. Oui, mais c'est comme si je te dis t'es tellement moche que tu pourrais ouvrir mes tiroirs. Non mais tu vois, et donc lui il dit effectivement que si la mocheté pouvait tuer, il serait champion du monde. Ouais. Non, mais j'ai pris j'ai mis 2 tirés de notes sur ce match. Ouais, vas-y. Et le deuxième, c'est celui-ci. Le premier, c'est donc pendant son entrée, Bobby Heenan. J'ai vraiment éclaté de rire parce que c'est un génie quand même, il faut le signaler. Hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Bobby Heenan. C'est certain. Et donc, il parle du monstre du Loch Ness. Et là, il se pose la question, tu sais, d'un air vraiment curieux. Il dit, mais là, le mec, là, est-ce qu'il vient vraiment d'Angleterre? Alors que le monstre du Loch Ness ne vient évidemment pas d'Angleterre. Est-ce qu'il dit England? Oui, il dit England. Il dit England, ok. Oui. Mais je pense que dans l'ignorance générale américaine, faire l'amalgame Écosse, Royaume-Uni, Angleterre, c'est le cadet de nos soucis, je pense. Moi, je pense qu'il sait vraiment et que du coup, c'est drôle. Je vais lui laisser ce crédit. Je sais très bien qu'il fait semblant de confondre l'Écosse et l'Angleterre et du coup, ça m'a fait rire car j'aime Bobby Heenan. Très bien. Oui, non, je pense que c'est vraiment... La façon dont il le dit, je pense qu'il sait très bien. Il fait exprès de dire de la merde et c'est drôle du coup, quoi. Alors, j'accepte. Donc ça, c'est un squash match. Hein. À quoi ressemble le Loch Ness, déjà? Alors, est-ce que tu te souviens du furoncle que j'avais sur le fion en 2004? Je pense que oui. Eh ben, fois 40 000. D'accord. Avec des bras et des jambes. D'accord, très bien. Oui, c'est un... Ce n'est pas un bel homme. Oui, c'est un des catcheurs à l'apparence la plus répugnante qu'il y ait eu. Oui. Voilà, il transpire un peu la graisse, le gras. Ah bah il transpire tout court. Hein. Ouais. Oui, c'est le genre de mec, quand il sort de la douche, t'as l'impression qu'il est déjà crade. Oui, c'est ça. Il a les mêmes cheveux graisseux comme Ross dans Friends, tu vois. Oui. Et alors le problème, c'est qu'en plus, il n'y a pas un choix de tenue qui pourrait faire... Non. Nous détourner un petit peu de ces constatations un petit peu méchantes. Alors moi, ce qui m'a fait rire aussi, c'est que dans le donjon, les choses sont quand même très explicites. C'est-à-dire que Shark a des requins dessinés avec marqué Shark. Ouais. Le Yeti, ils ont essayé de faire quelque chose, même si ça n'a pas marché. Mais là, Loch Ness... Oui, alors, mais là, tu te contredis un petit peu, parce que le Yeti était déguisé en momie. Oui, mais c'était leur version du Yeti. Oui, mais non, mais je veux dire, on inverse le truc. C'est comme c'est un catcheur qui s'appelle la momie, et le mec vient déguisé en Yeti avec une fourrure.
Je veux dire, c'est tout aussi ridicule. Là, alors peut-être que l'exemple du Yeti n'était pas bon, mais en tout cas celui de Shark marquait un peu mon point, c'est que là, en fait, il n'y a absolument rien chez ce mec qui crie Loch Ness. Ah non, rien du tout. À part Il a une éventuellement salopette. la monstruosité. Il a une, oui, la taille. Il a une salopette, des bottes rouges avec un t-shirt blanc en dessous de la salopette. Genre, il est plus proche des Godwins que du Loch Ness. Oui. Donc oui, ça c'est étrange parce que je pense qu'ils auraient pu au moins dessiner un petit Nessie sur son cul ou quelque chose comme ça, tu vois. Oui, c'est vrai. On serait pas à ça près, en tout cas. Bah oui, c'est ça. Donc, est-ce qu'on peut parler de ce magnifique match qui est un squash? Bah, le match est constitué de 2 prises qui sont ratées les 2. Voilà, ok. Il y a Scotty Riggs qui tente un crossbody de la 3e corde, qui visiblement devait se faire rattraper en plein air avant de se faire écraser avec un splash. A priori, hein. Enfin, je vois pas d'autres trucs. Sauf que tout le monde s'écroule et c'est aussi moche et raté que le Loch Ness est séduisant. Et on est déjà à 21 minutes d'émission. Moi qui pensais faire 20 minutes pour juste un nitro. Allez, on enchaîne, merde. Interview de Ric Flair. Non, attends, Ah parce bon que oh, non. Putain, Alors là, non, putain, parce que putain. non, parce que du coup, Arrêtez le finish, d'écouter. Coupez l'émission. coupez juste après ça. C'est un Coupez ordre. juste après ça. C'est un Coupez ordre. Arrêtez coupez d'écouter. Coupez quand Yann parle. Disait le rabbin. Putain, mais blague circoncision. Ah, le Paul Godwin. Son finish est une descente du coude. Normal, traditionnel. Donc après, suite au botch que vient de décrire Yann, Scotty Riggs est au sol. Là, le Loch Ness prend l'élan un peu dans les cordes et il prend l'élan, il s'élance pour faire sa descente du coude et là, en plein milieu, il s'arrête. Il dit, c'est-à-dire qu'il énonce des mots à l'arbitre en disant Attends, faut un peu qu'il recule, Scotty. Et en plus de le dire, il fait le geste de genre putain, Scotty, recule-toi un petit peu. Et donc là, il fait des pas en arrière et il s'élance à nouveau pour la descente du coude. Tout ça face caméra, on voit ce qu'il dit, on voit le geste, on voit tout. Pour une descente du coude. Mhm. Pas de la 3e corde ou quelque chose comme ça, juste une descente du coude. Bien sûr. Voilà. Et donc il la met, c'est fini, 1, 2, 3, match suivant. Alors le match suivant, c'est une interview de Ric Flair. Exactement, voilà, c'était pour savoir si tu suivais. Bon bah voilà, semaine prochaine, déjà, il va tu défendre spoil son Ric titre. Flair. Quoi? Je spoil Ric Flair, quoi? Parce qu'au début, c'est une interview de Miss Elizabeth qui arrive avec Woman, accompagnée d'un lit d'hôpital. Oui, mais moi je voulais faire un récap global de cette interview, tout simplement. Ouais. Donc elles tiennent un lit d'hôpital, Ouais. avec visiblement quelqu'un caché sous un drap, et Ric Flair en surgit de manière très contente, Majestueusement. majestueusement. J'ai Il trouvé nous- très il bien nous habillé parle Ric de sa Flair. défense de titre la semaine prochaine face au Macho Man. Mhm. Et en plus de tous ses accessoires théâtraux, C'est une bonne question, ça. tous ces accessoires de scène, voilà. Mhm. Miss Elizabeth parle au micro et dans mes notes j'ai mis c'est pas obligé non plus, 3 petits points. Voilà. Alors déjà, pendant la promo de Ric Flair, elle n'arrive pas à se retenir de rire. Tu vas voir Woman qui est vraiment visage concerné, très sérieuse, etc. Et tu as Miss Elizabeth à l'autre bras qui rigole. Et oui, la promo d'Elizabeth est incroyable parce que c'est un peu sa... On peut dire que c'est sa promo d'émancipation un petit peu. C'est son baptême du feu. Voilà, elle dit justement, enfin tout son point, c'est qu'elle, avec Macho Man, elle était un peu un pot de fleurs, qu'elle restait derrière sans rien dire, mais que là, elle veut exister et que du coup, elle veut parler. Sauf que dans cette promo où elle affirme qu'elle veut parler, qu'elle est digne de parler, elle ne dit absolument rien et elle oublie tout. Oui, c'est pour ça Tout. que c'est pas obligé de la faire parler, quoi. Tout. Mais oui, mais en plus, ce qu'il y a, c'est que elle merde toute sa promo qui dit « Je veux parler ». C'est terrible. Et tu vois Minjin qui essaye de voler à son secours. Tu vois Ric Flair qui essaye de voler à son secours et qui sont un petit peu en se regardant tous les deux. Des fois, ils se regardent en se disant « Putain, merde, elle est en train de tout merder. Ça ne va pas du tout. » C'est la magie du catch. Ouais.
La magie du catch, et là pour moi c'est le highlight complet du show, voire de la Monday Night War. Le 3e match. Quoi, le 3e match? Oui. Ah, Devon Storm contre Conan? Formidable. Formidable match. C'est un affrontement Incroyable atypique. match. Incroyable match. C'est un affrontement atypique. Nous avons Conan contre Dangerous. Devon Storm. Qui deviendra 2-3 ans plus tard Crowbar. Crowbar, exactement. Et comme dirait Stéphane Plaza... Quoi? Il faut arrêter la blague ici. Non. Bah, moi, j'aime bien Stéphane Plaza. En immobilier, les biens atypiques, il faut faire attention car ça plaît pas souvent. Et je dois confirmer que dans le catch, ça s'applique aussi. Parce que cet affrontement atypique me fait plutôt me demander qu'est-ce qu'ils sont en train de branler dans le ring, les mecs. Moi, j'ai marqué, c'est un joyeux bordel prodigieux de violence et de n'importe quoi. Oui, parce qu'on commence à l'extérieur du ring avec des chaises, des drop kicks. On comprend pas trop ce qui se passe. Aujourd'hui, dans le catch, on va dire que il n'y a pas de psychologie, que c'est pas crédible, que les mecs font du flip-flop, qui font des sauts dans tous les sens. Mais alors, bonjour ce match, quoi. Bah là, alors c'est pas pour rire, c'est pas pour faire la blague, c'est vraiment pour donner une idée. Le premier move de ce match, c'est un air sabou. Il faut commencer en force. Il met la chaise et donc il fait un dive à l'extérieur, alors que les deux commencent dans le ring. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'ils vont à l'extérieur, le mec place la chaise, air sabou, premier move du match. Bah oui, pourquoi pas. Dangerous Devon Storm, on peut faire un point sur sa tenue, enfin sur tout en fait. Parce que là, on a quoi? Il est maigre comme c'est pas permis. Ouais, il a un mulet. Maigre comme c'est pas permis, abuse pas non plus. Hein. Ah si, quand même, pour l'époque, franchement là, si, il est très maigre. Il a un mulet roux. Il a une tenue de quoi? De Marty Jannetty un peu rocker comme ça. Enfin, on coche beaucoup de cases dans les trucs qui vont pas. Hein. Oui, c'est sûr qu'il est pas beaucoup plus beau que le Loch Ness, quoi. Il a marqué Dangerous sur son slip, comme David Mitchell a marqué Redoutable sur sa tenue. Non, avec moi. Oh, il a plusieurs tenues, hein, tu sais. Putain, je crois que sur son slip, en tout cas, l'arrière de son slip, il y avait marqué « Avec moi ». Il y en a un où il y a marqué « Avec moi » et il y en a un où il y a marqué « Redoutable ». Je l'ai déjà vu catcher avec Redoutable. 27 minutes d'émission, mec. Ouais. Dans le public, il y a George Steinbrenner. Ah, comme tu le connais, je me suis dit, oh putain, première fois que Yann va connaître quelqu'un qu'on filme dans le public. Grâce à Seinfeld. Grâce à Seinfeld. Parce que sinon, évidemment, c'est un illustre inconnu. Mais tu sais qui il est, du coup? Bah, c'est le patron des New York Yankees. Voilà, historique, hein. Il a été patron pendant 30 ans, voire plus, je pense. Et il les a emmenés à plein de titres. C'est une légende. Et il est mentionné dans une de mes promos préférées de toute l'histoire du catch, quand CM Punk et John Cena se font face le dernier Raw avant Money in the Bank 2011. Oui. Tu te souviens de ça? Ah, je me souviens. C'est vrai? Oui, bien sûr. Oh putain, incroyable. Je crois que c'est la première fois que tu réponds oui à la phrase « tu te souviens ». Quel connard. Oui, il lui dit oui, t'es Steinbrenner et tu es devenu les New York Yankees. Ouais. Formidable, une de mes promos préférées de l'histoire du catch. Bon, le finish, il est tout aussi foiré que tout le match. C'est typique des mecs des années 90 qui étaient complètement reckless, qui en avaient rien à foutre de rien. Les mecs, ils allaient à fond et t'as l'impression... Enfin, il y avait un style, comment dirais-je? C'est même pas de tête brûlée, c'est que tu dis que les mecs, ils sont presque persuadés d'être invincibles physiquement. Oui. Et qui peuvent tout tenter sans aucune notion de sécurité. Mais là, on a un espèce de contraste de style qui est improbable. C'est que tu as Conan qui fait de la lucha libre, une espèce de démonstration du style lucha libre, et tu as Devon Storm AKA des roulades. Non, mais il y a quand même il y a des bras à la volée, il y a des machins, il y a quelque chose, et tu as Devon Storm à côté qui fait du backyard, quoi. Il fait du catch dans son jardin. Ouais. À Nitro contre Conan. Le mec qui est le moins adapté. D'où il a débarqué. Mais le gars est absolument pas prêt pour passer à la télévision de 1 et pour catcher de 2, quoi. Parce que moi, je me souviens d'un tournoi NWA de 1998. Une espèce de tournoi light heavyweight, un truc comme ça, où il y avait un match où il y avait Devon Storm, il y avait aussi un autre catcheur qui s'appelait Lupus.
Mhm. Comme le lupus, quoi, la maladie. Hein. Oui, oui. Donc ça, c'était en 98 où Devon Storm était pas semi-débutant, mais là, on est quand même en début 96, donc d'où est-ce qu'il sort? Pendant que tu vas meubler, tiens, je vais faire des recherches. Parce que je comprends pas comment il a pu atterrir à la WCW. Oui, là, franchement, enfin, son niveau, comme dit, voilà, on va revenir sur ça, mais son physique, son apparence, etc. Tous les voyants sont au rouge et tu te dis, ce mec-là, c'est absolument impossible de lui donner du temps d'antenne. En plus, dans un show qui est vu par 4 fois plus de gens que d'habitude. Donc, franchement, non, c'est terrible. Et il y a des prises qui sont d'une violence, comme tu dis. Ils portent aucune attention à leur intégrité physique, etc. À mon avis, il fait un espèce de air machin chouette avec les escaliers à l'extérieur où il saute sur Conan et Conan le contre en powerbomb sur le béton, quoi. et c'est après, ça fait quoi? Ça fait 40 secondes que le match a commencé. Alors, C'est un ovni complet. Et surtout qu'à l'époque, enfin, je pense que là, on est début 96. La ECW, c'est quand même pas encore totalement. Enfin, on n'a pas forcément conscience à ce moment-là qu'il existe un monde où il y a des gens qui s'explosent à travers des tables, etc., etc. Donc là, pour Nitro, pour l'époque, pour 1996, début 1996, c'est complètement fou de voir un truc comme ça. C'est hyper violent, c'est complètement raté. C'est un ovni, ce match. Moi, franchement, je l'ai vu comme un ovni. est-ce que tu es prêt à avouer notre ignorance? Oui, vas-y, avec plaisir. Donc en 96, Devon Storm va catcher à la ECW une 30aine de matchs. D'accord, putain. Et il a débuté en 92, donc ça fait 4 ans qu'il catch, grosso modo, merde. 3 ans. Mais le plus surprenant, c'est qu'il a perdu face à Tracy Smothers lors du premier tour du tournoi NWA remporté par Shane Douglas. Lorsqu'il va Incroyable. jeter la ceinture au sol. Oui, Et tout ça oui, en oui. novembre 94. Incroyable. C'est ouf, quoi. Ah bah là, pour moi, Devon Storm, il a commencé le catch la veille de ce match. Hein. Oui, moi aussi. Non, il a commencé après. Non mais... Ah oui, bah écoute, bah ça rend ce match encore plus incroyable. Oui. Ensuite, on a Arn Anderson contre Hulk Hogan. Oui. Je rigole tout seul en voyant mes notes parce que j'ai mis une ligne. Ah bah la première ligne, moi j'ai mis ha ha ha, le pansement de ce connard, tellement nul avec 1, 2, 3, 4, 5 U. Majuscule, bien sûr. Écoute, on est très copains hein, parce que moi, ma ligne, c'est le pansement de Hulk Hogan sur l'œil ressemble à une chips. C'est plus drôle que ce que moi j'ai essayé de décrire tant bien que mal en 3 lignes en disant que son pansement, en fait, c'est comme si c'était acheter une boîte de Compide pour les ampoules et qui s'était foutu un pansement à ampoule mais sur l'œil. Voilà. Ou une chips. Moi, franchement, on dirait un pansement Vico. Et encore, c'est même pas sur l'œil, quoi. C'est genre le pansement sur la paupière du dessus, quoi. Ouais, bah écoute, non mais ouais, toute cette blessure à l'œil de Hulk Hogan est formidable. C'est presque aussi ridicule que le coup de la catapulte, enfin de la fronde de Hogan sur Arn Anderson. Je dois avouer que le match est plus 50-50 que ce que je pensais au début. Je pensais que ça allait être le schéma habituel où Arn Anderson va démontrer sa maîtrise du catch avec maestria avant de se faire big booter. Non, la règle c'est que Hulk Hogan ne donne jamais rien à Arn Anderson. Bah, il a donné beaucoup plus que ce que je pensais. Jusqu'à ce que Ric Flair arrive accompagné de ses pépés. Oui. Les petites pépés de choix bien fraîches. Hogan fait une prise en 4 devant Ric Flair, qui fulmine. Et il intervient avant de se prendre un petit paquet. Ouais. Victoire Arn Anderson. Oui. Bah voilà. Donc, alors attends. Ah oui. Non. Ouais. Est-ce que tu es sûr que tu ne confonds pas les matchs? Pour dire les choses clairement. Pourquoi? Parce qu'ils se réaffrontent la semaine prochaine. Et là, je crois que tu viens de décrire le finish de la semaine prochaine plutôt que celui-ci. Ou alors c'est moi qui ai confondu mes notes. Il y a quelqu'un qui a confondu. Attends, alors je vais en live ouvrir les notes du 19 février. Voir ce qu'on nous dit. Nitro... Non, pas du tout. Non, c'est Quoi pas... non, je ne confonds pas. Mais c'est pas... Bah, attends.
Parce que Hogan là, fait moi, une prise en 4. Non, Ric mais ça, Flair. franchement, Quoi? ça c'est le prochain, ça. Hein. Ça, c'est celui de la semaine prochaine. Mais c'est impossible. Mais si, là, c'est la poudre dans les yeux et la botte. Quoi? Mais c'est impossible. Ça y est. Nos cerveaux non, ont et la explosé. semaine prochaine, il y a aussi une prise en 4. D'ailleurs, c'est marqué pire prise en 4 de tous les temps. La semaine prochaine, il gagne avec la prise en 4. Enfin, il y a la prise en 4. Mais par contre, cette fois-ci... La semaine prochaine, il y a une DQ. Oui, c'est ça. Oui, mais là, il y a pas une DQ. Il perd avec un petit paquet. Oui, mais après, là, alors, est-ce que tu es d'accord qu'il y a la botte, le coup de botte, et d'ailleurs, d'abord la poudre? Parce que tu ne l'as pas évoqué. Ça n'a pas été noté. Ah, Attends, voilà. attends. Ah oui, mais voilà, mais c'est parce que tu m'as coupé la parole, enfin. Donc j'ai écrit que pour battre Hogan, il fallait que déjà il soit à moitié aveugle, qu'il ait des interventions, plus poudre dans les yeux, plus chaussures à talons dans la face. C'est ça qui est écrit. Sinon, Hogan ne perd pas. Là, on peut même dire que franchement, c'est plus des chaussures à talons, c'est vraiment des bottes. Hein. Ils ont la taille de la chaussure a grossi. Oui. Mais après, pour le grand plaisir du public, Hogan fait quand même son comeback. Pour que les Oui, gens dès soient que le match contents. se termine. Voilà. Et après, il y a Macho Man aussi qui débarque. Évidemment. Ric Flair s'échappe. Et Flair fait une promo à la table des commentateurs. En hurlant « Allô, allô, allô !» comme un hystérique pour dire « Est-ce que vous m'entendez ?» Oui. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Hogan et Macho Man font aussi une promo. Oui. Avec Minjin. Mais alors moi j'ai mis à la table, mais ils sont pas à la table des commentateurs. Si, en fait, il y Si. y a Flair qui est à la tête des commentateurs. Ah, Du puis coup, il y a quitte. Hogan et... Ah oui, les autres attendent pendant qu'il part. Non, Hogan et Macho viennent faire fuir les Horsemen à la table des commentateurs et donc prennent eux-mêmes le micro. Ah oui. Qui entre-temps s'est cassé d'ailleurs. Enfin, le casque de Bischoff se casse, ce qui fait que quand Hogan le met sur la tête, il ne tient pas. Oui. Et- Et cette promo, alors, est-ce que tu as compris Oui. de quoi il parlait? Alors moi, j'ai noté qu'à un moment donné, il disait œil pour œil, botte pour botte. Bah oui. T'as pas regardé Voilà. le show ou quoi? Et que c'est comme ça qu'il annonce qu'il veut Arn Anderson la semaine prochaine, parce que Arn Anderson a dit qu'il pourrait battre, que c'est pas du tout la chance qu'il pourrait le battre une deuxième fois. Et donc Hogan dit oui, d'accord, œil pour œil, botte pour botte, la semaine prochaine on se réaffronte. Et Macho Man parle de Helter Skelter. Tu sais ce que c'est Helter Skelter? Aucunement. Aucunement. Tu as vu, tu m'en as parlé il y a 2 jours, tu as vu, comment s'appelait ce film? Once Upon a Time in Hollywood? Oui, tout à fait. Eh ben oui, je l'ai vu. Bon, je l'ai vu en 2 fois dans l'avion. D'accord. À 2 Mais- semaines, à 2 semaines d'intervalle. Première moitié, deuxième moitié. Du coup, je t'avais parlé de Charles Manson, Oui. qui était donc le leader de cette espèce de secte, la famille. Mhm. Et en fait, le plan de Charles Manson, qui est donc un des plus grands... Alors, c'est pas lui qui avait tué les gens, parce qu'il Oui, il a envoyé ses sbires. il manipulait les esprits de femmes pour tuer à sa place, mais donc du coup, c'est quand même considéré comme un des plus grands tueurs de l'histoire des États-Unis. Son plan s'appelait Helter Skelter. Alors là, franchement, que Macho Man parle de ça, je ne sais pas trop. Mais Helter Skelter, c'était le plan de Charles Manson, qui était l'annonce c'était le nom de code d'une espèce de guerre raciale entre les blancs et les noirs, dont il fallait se protéger. Et c'est pour ça que, donc c'est comme ça qu'était née la secte de Charles Manson, où ils disaient on va vivre complètement en autarcie pour se protéger de cette guerre, de ce conflit racial qui va détruire l'humanité. Mhm. D'accord. Et donc là, Macho Man qui dit ouais, ça va être Helter Skelter. Moi, je me suis dit, qu'est-ce qu'il raconte l'autre là? Voilà, fin du show en plus là-dessus. Oui, voilà. Ouais, c'était bien, ouais. Fin du show. Non, c'était c'était de la merde. Ben, on arrive encore dans toujours les mêmes... excuse-moi. Les mêmes travers. Bah, les mêmes trucs, c'est que quand... Comme là, il n'y a disait- pas de... Oui, pardon. Les mêmes travers, comme disait qui? Le porc. Oh putain. Ouais, moi, j'en peux plus du 4, j'en peux plus. Arrêtez d'écouter cette émission. Non, mais c'est que moi, je suis toujours dans le même état d'esprit, c'est que quand la WWE, c'est nul, je m'ennuie. Mais quand la WCW, c'est nul, je rigole. Oui. Donc, entre l'ennui et la rigolade, Ah, on préfère bien la rigolade.
Ah, tu vois, tu es d'accord avec moi? Oui. Non, non, là, moi cet épisode, je l'ai trouvé nul à chier, mais c'était pas du tout une corvée de le regarder. Oui, oui, mais c'est quand même frustrant de, Oui, bon, après, bah oui, de bah. voir autant de conneries, quoi. Moi, le Loch Ness m'a satisfait et la semaine prochaine, le Loch Ness va être génial aussi. Et franchement, le match, le Conan Devon Storm, il faut le regarder, hein, vraiment. Un des meilleurs matchs de tous les temps. Comme dit, voilà, une autre dimension. Une autre dimension qui nous a mis 40 minutes pour reviewer un seul show. Hein. Ah ouais. Bah, du coup, on n'a plus de place pour parler géopolitique. Eh bah tant mieux. Merde. Donc on va vous donner rendez-vous la semaine prochaine, les amis, pour l'épisode numéro 25 de la Monday Night War. Tu fais grève le 5 décembre? Bah c'est demain. Bah oui. Ah, ok. Bah oui, grève nationale. Bah, quand les gens qui travaillent vraiment ne peuvent pas se permettre de faire grève. Mm-hmm. Donc non. Très bien. Voilà. Formidable. Là, je note. Non. Bah, que les gens fassent la grève comme au Japon, quoi. C'est-à-dire qu'ils bossent, mais qu'ils impactent économiquement le système. Genre, ils conduisent les bus, mais les gens payent pas leur transport, tu vois. Mm-hmm. C'est intéressant. Ah non, mais pour moi, la grève, pour moi, c'est un non-sens absolu dans la mesure où tu ne pénalises pas le système, tu pénalises les gens qui ont rien demandé. Et qui, dans bien des cas, ne peuvent pas faire autrement, quoi. Le nombre de gens qui se font renvoyer pour des retards, ou les gens qui ne peuvent pas aller au boulot, ou qui vont devoir foutre les gosses à la crèche, ou je sais pas, enfin, tous les dommages collatéraux liés aux grèves, pour moi, c'est... Quand tu étais au Tudukan au Japon, tu as acheté des trucs? Au tout putain, zéro transition, quoi. Bah non, t'as dit Japon avant, c'est ça la transition. Tudukan, ouais, j'ai acheté quelques magazines des années 80-90. Ouh, cool. Ouais. Dis donc, quelle bibliothèque de VHS ils ont? Oui. Regardez la vidéo sur Wrestling Clinic. Ouais, mais là, il y a plus que 100 personnes qui écoutent, même pas. Mais ouais, non, le Tudukan, c'était un vrai bonheur. Avec Ali de Catch Club, on va tâter le terrain, voir si on fait un voyage Wrestle Kingdom en janvier 2021. Ah, ça pourrait m'intéresser. Mais je sais pas s'il y a suffisamment de monde qui serait intéressé. Ça pourrait m'intéresser. Et je sais pas si on peut être sûr d'avoir autant de billets qu'on veut. Parce que j'ai rencontré des officiels de la New Japan avant les Young Bucks. Show au Korakuen Hall où on a discuté. C'était super cool, tu vois. Ils nous emmenaient dans les petites salles, une salle préparée à cet effet. Bon, il n'y avait pas de biscuits, mais on était attendus. Et les mecs, genre, si tu veux pas acheter 500 billets, ils s'en battent les couilles, quoi. D'accord. Voilà. Ok. C'est un petit peu dommage. Voilà. Donc, rendez-vous la semaine prochaine. Raw et Nitro. Oui. Ce sera, allez, spoiler, le premier et le dernier match de Tatanka lors de la Monday Night War. Oui, il y aura un autre dernier match aussi. Eh ben, teaser. On en parlera la semaine prochaine. Avec plaisir. Merci à tous. Merci à l'Écosse, merci au Loch Ness. Merci à toi Dimitri pour ta patience et ta bonhomie. Merci à toi Yann. Et puis voilà, hein, comme on dit. Oui, comme on dit chez nous, salut. Ouais. À la semaine prochaine, bye bye. Once again.